Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, jeudi 9 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Et c'est un communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Il est relatif au report de la date de la rentrée scolaire 2021-2022 du cycle moyen du secondaire général et des écoles normales. La rentrée scolaire 2021-2022 du cycle moyen du secondaire général et des écoles normales initialement prévue pour le 15 septembre 2021 est reportée au lundi 4 octobre 2021. Ainsi sera-t-elle effectuée concomitamment avec celle du cycle primaire et du cycle primaire et du premier cycle du secondaire général pour tous les établissements publics et privés. Pour cette année encore, la saison de pluie qui commença plus tardivement que d'habitude a eu des conséquences sur la disponibilité des salles de classe dans plusieurs régions du pays. C'est ainsi qu'on dénombre de nombreuses salles de classe inondées et ou effondrées du fait des aléas climatiques marqués par de fortes précipitations de pluie et de vents violents. En outre, comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale est en train de connaître une véritable réorganisation de ses structures centrales et déconcentrées, née de la fusion des ministères en charge de l'enseignement primaire et du secondaire général, dont le processus est en cours de s'achever. En dépit de cette situation, le ministère de l'Éducation nationale rassure l'opinion nationale qu'en rapport avec les autorités régionales et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, toutes les dispositions sont prises pour rendre effective la rentrée scolaire à la date prévue, donc le 4 octobre 2021. C'était là donc le communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Restons toujours dans ce domaine. Cette journée du 9 septembre 2021 est consacrée par les Nations Unies pour protéger l'éducation des attaques à travers le monde. Cette occasion a été saisie ici au Niger par l'UNICEF pour brosser la situation des écoles et des élèves affectés par des attaques terroristes, notamment dans les régions de Tawa, de Tillabéri et de Difa. Précision dans cet élément. Pour marquer le 5e anniversaire de la déclaration sur la sécurité dans les écoles le 28 mai 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a institué le 9 septembre Journée internationale pour protéger l'éducation des attaques. Au Niger, l'UNICEF a saisi cette occasion pour appeler à plus d'attention et de mobilisation sur la situation des enfants privés d'éducation en raison de la sécurité, alors que les conflits dans les régions touchées sont devenus plus brutaux, intense et généralisée au cours des derniers mois. Le nombre d'écoles forcées de fermer en raison de l'insécurité dans les zones touchées par le conflit est passé de 312 à 377 au cours des derniers mois au Niger. Les menaces contre la sécurité scolaire étaient particulièrement aiguës dans les régions de Tillabéri, Tawa et Difa. En 2020, plus de 300 écoles ont été fermées à travers le pays, affectant près de 22 000 enfants. L'accès à l'école dans ces régions est restreint et ce qui entrave les efforts visant à soutenir les enfants touchés par la violence armée. L'UNICEF estime que dans certaines régions, jusqu'à 80% des enfants peuvent être victimes de traumatismes psychologiques, les empêchant de réaliser leur plein potentiel à l'âge adulte. Les attaques contre les écoles, les élèves et les enseignants sont donc un défi du droit des enfants à l'éducation et menacent leur avenir. Sans accès à l'éducation, une génération d'enfants vivant dans des conflits grandira sans les compétences dont ils ont besoin pour contribuer au développement de leur pays et à la situation déjà désespérée des millions d'enfants et de leurs familles, a déclaré Stefano Ravi, représentant de l'UNICEF au Niger. L'UNICEF a aidé le gouvernement à répondre aux crises en permettant l'accès à l'éducation dans les régions de Difa, Maradi, Tillabéri et Tawa. En 2022, plus de 176 000 enfants touchés par les crises sécuritaires et de déplacements ont été soutenus pour la continuité éducative dans ces régions, précise UNICEF. À la fin du mois de mars 2021, 68 000 enfants supplémentaires, dont 23 000 filles affectées par la crise humanitaire, avaient accédé à l'éducation formelle ou non
et 28 000 enfants avaient reçu du matériel d'apprentissage individuel avec le soutien de l'UNICEF. L'UNICEF aide les familles déplacées et touchées par le conflit à réintégrer les enfants dans l'éducation formelle. Lorsque l'intégration dans les écoles formelles n'est pas possible, l'UNICEF travaille avec des partenaires pour créer des environnements d'apprentissage alternatifs, sûrs et temporaires pour les enfants. Le droit d'un enfant à l'éducation ne peut être sauvegardé dans les zones de conflit sans que l'éducation elle-même ne soit protégée. L'éducation peut sauver des vies. En dehors de l'école, les enfants sont des cibles faciles d'abus d'exploitation et de recrutement par les forces et des groupes armés. L'école devrait être un espace sûr où les enfants peuvent être protégés des menaces et des crises. C'est également une étape critique pour briser le cycle de la crise et réduire la probabilité de futurs conflits, explique Savi. La République du Niger a endossé la déclaration sur la sécurité dans les écoles en juin 2015. Il s'agit donc d'un engagement politique visant à mieux protéger les enfants, les enseignants et les écoles pendant les conflits armés, à soutenir la poursuite de l'éducation et à mettre en place des mesures concrètes pour dissuader l'utilisation militaire des écoles. En approuvant la déclaration, les États s'engagent à rétablir l'accès à une éducation sûre et à développer le système éducatif sensible aux conflits et promouvant le respect entre les groupes sociaux ou ethniques. La déclaration est un cadre de collaboration et d'échange et les pays signataires se réunissent régulièrement pour examiner la mise en œuvre de la déclaration. L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous, conclut l'UNICEF. L'École supérieure de commerce et de l'administration des entreprises SKE sert de cadre depuis hier mercredi pour une session de formation organisée par Saraounia Association. Les participants à cette session de formation ont eu droit à des exposés sur plusieurs thèmes. À la suite de cette formation, des fonds seront collectés pour aider les enfants handicapés mais aussi les enfants malades de drépanocytose. Nafisa Zakou et Sadou Doumi nous en disent plus. Formation en leadership organisée par Saraounia Association en collaboration avec Chesson rentre dans le cadre de la récolte des fonds aux enfants handicapés de l'hôpital Cure et drépanocyteurs du centre des drépanocytaires de Terminus. Une façon pour Saraounia Association d'apporter sa contribution à ces enfants. L'objectif de cette formation sont d'abord permettre aux jeunes, aux fonctionnaires d'acquérir certaines connaissances en leur faisant parvenir des formations pendant 2 jours et aussi de récolter certains fonds pour les reverser dans l'aide aux enfants drépanocytaires et handicapés de l'hôpital Cure. C'est 4 formations, 2 formations par jour en simultané. Une formation de leadership, un montage d'un projet entrepreneurial, le développement personnel et la santé mentale. Nos attentes sont d'abord que tous les participants soient satisfaits de leur formation, qu'ils puissent au moins répondre à certaines questions concernant les formations et aussi récolter le maximum de fonds afin d'aider ces jeunes gens qui ont besoin de beaucoup d'aide, qui ne reçoivent pas certains fonds des fois et qui sont dans des besoins. Cette initiative de Saraounia Association a été saluée par les formateurs vu l'importance du thème du jour. Aujourd'hui, surtout dans notre contexte au Niger, où nous avons vraiment besoin d'une génération de leaders pour changer les choses, pour avoir de nouvelles initiatives qui vont impacter tous les domaines sociaux, économiques, entrepreneuriales. Donc c'est vraiment très important que les jeunes et même ceux qui sont plus âgés aient en tête cette thématique du leadership parce que c'est avec ça qu'on peut transmettre une vision, amener les gens à changer de comportement et aussi développer des initiatives qui vont changer la vie de nos communautés. Mon message fort, c'est vraiment de prendre tout ce qu'ils auront appris aujourd'hui. Ça a commencé depuis hier, mais hier et aujourd'hui, de prendre tout ce qu'ils auront appris et vraiment de le mettre en pratique. Parce que nous, les jeunes, nous avons vraiment la possibilité de faire énormément de choses et nous devons impacter le monde, nous pouvons changer les choses. Donc de prendre tous ces acquis-là et de
mettre en œuvre des initiatives qui vont développer le Niger. À noter que cette formation qui a duré 2 jours a été parrainée par la créatrice de mode Hadi Laina. Une épidémie de choléra s'est vue au Niger depuis quelques semaines, notamment 6 régions sur 8 du Niger sont concernées. Notamment, c'est l'exemple de la région de Maradi où le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi, s'est rendu pour effectuer des visites sur les sites réservés pour la prise en charge des malades de choléra. Reportage dans cet élément de notre correspondant sur place. Cette visite a conduit le ministre de la Santé et sa délégation au centre de santé intégré de Issa, situé à 35 km de Maradi, frontière avec le Nigeria voisin, pour s'enquérir de la situation du choléra. Dans ce CSI, le premier cas de choléra a été enregistré le 4 août 2021. Une patiente de 20 ans en provenance de Raka, CSI de Ignaloa. À la date du 7 août 2021, le nombre d'admissions est de 162, sorties guéries 153 avec malheureusement un décès. À ce jour où le ministre a effectué la visite, le total des malades est de 9 personnes. Le ministre a tenu à encourager les agents de santé dans ce CSI de Danissa qui sont à pied d'œuvre jour et nuit pour s'occuper des malades du choléra et aussi les a exhortés à continuer la sensibilisation. L'hôpital de référence constitue la deuxième étape de cette série de visites du ministre de la Santé. Sur place, le ministre a eu d'amples explications sur le fonctionnement de cet hôpital où tous les services sont fonctionnels. Le centre hospitalier régional constitue la troisième étape de cette visite du ministre de la Santé à la pédiatrie et au service de la radiologie. Au service de la radiologie du CHR de Maradi, le ministre a constaté que l'appareil ne fonctionne pas depuis 9 mois. Séance tenante, le ministre a donné des instructions pour qu'un nouveau appareil radio soit installé dans le mur de lait. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au centre mère et enfant de Maradi, où il a été relevé quelques difficultés matérielles. Le ministre a promis de trouver des solutions. Dernière étape de ces visites, le centre de formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Le but de cette visite, a dit le ministre de la Santé, est de montrer qu'on est dans le processus de fusion de la direction de la santé et celle de la population. Ainsi, dans toutes les régions, instruction a été donnée à tous les directeurs régionaux de la santé publique de procéder à un inventaire de tous les patrimoines de ces directions régionales de la population, tant sur le plan des locaux que du matériel bureautique et logistique. Il en est de même de la liste global du ministère de la Santé. À noter que le ministre de la Santé est accompagné dans cette mission de la représentante de l'OMS au Niger, du représentant de l'UNICEF, du gouverneur de la région de Maradi et des cadres de son ministère. Auparavant, le ministre de la Santé a réceptionné dans l'enceinte de la direction régionale de la santé publique de Maradi un important appui des équipements et matériels dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et le choléra, dont de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour la région de Maradi. Justement, restons toujours à Maradi où, en marge de sa visite, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Menassara, a rencontré les différents responsables régionaux. Retrouvons Yacouba Oumarou. Dans son exposé au cours de cette réunion d'échange avec les différents responsables régionaux de son ministère, le ministre de la Santé a situé tout d'abord le contexte de son déplacement à Maradi, l'amélioration de notre système de santé, disponibilité des ressources humaines, du matériel, des médicaments et surtout la déontologie et le respect de l'éthique. Tout au long de son intervention, le ministre de la Santé a rappelé à l'assistance les missions d'inspection dans toutes les structures de santé, tant publiques que privées, pour constater les défaillances ou les manquements afin d'apporter les solutions à court, moyen et long terme. Aussi, a souligné le ministre de la Santé, chacun doit être animé de bonne volonté
pour qu'on interpelle le moins les agents de santé, car, a-t-il précisé, la maladie n'a pas de religion ou d'ethnie. Parlant des reproches faits au centre de santé, le ministre a indiqué qu'ils sont souvent liés à l'insuffisance de la qualité de soins. Il a en outre décrié les retards sur les lieux de travail, souvent sans motif valable, ce qui peut entraîner une discontinuité des soins. Il a aussi abordé la question de la gratuité des soins, la lutte contre la Covid-19, le paludisme, le choléra, la maintenance des équipements de santé, la gestion des données dans le cadre du PEV systématique. Enfin, le ministre de la Santé a demandé aux agents de la santé de se mettre au travail. Auparavant, le gouverneur de la région et les partenaires au développement tels que l'OMS, l'UNHCR ont tour à tour pris la parole pour saluer la bonne collaboration avec le ministère de la Santé. Retour ici à Niamey pour nous intéresser à une pratique, l'utilisation abusive des véhicules administratifs, une pratique contraire à la réglementation qui doit amener l'État du Niger à sévir pour mettre fin à cette habitude malsaine. La non-effectivité de l'application de la loi réglementant l'utilisation de ces véhicules est la principale cause de cette pratique, dira Issoufou Kado, que je vous propose de suivre. Les difficultés dans la gestion du parc automobile de l'État, il réside dans le retard mis pour mettre en œuvre les dispositions du décret 2014-436 PRN-MF du 19 juin 2014. C'est ce décret-là qui fixe les règles d'organisation, de gestion et de contrôle de la comptabilité des matières appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique. Normalement, le ministre chargé des Finances devrait nommer un ordonnateur et un comptable des matières. Dans la pratique, ça tarde. C'est ce qui amène les difficultés. Et puis, il y a un décret qui devrait être pris par les autorités compétentes pour réglementer l'utilisation même des véhicules de l'État. Puisqu'il y a plusieurs sortes de véhicules de l'État, si je peux me résumer. Vous avez les véhicules de fonction, les véhicules de liaison, vous avez des véhicules officiels, des véhicules de mission, des véhicules en général qui sont affectés à des personnalités, des ministres ou des personnalités qui ont exercé des fonctions étatiques, à savoir les anciens chefs d'État, les ministres. Eux, ils ont des véhicules officiels. Maintenant, pour les véhicules de fonction, ces véhicules-là sont mis normalement à la disposition de certaines personnalités ou agents assumant de hautes fonctions. Vous avez les secrétaires généraux des ministères, les directeurs des cabinets, les directeurs généraux, les inspecteurs de l'État. Les véhicules affectés là, eux, ils restent à la disposition exclusive et permanente des bénéficiaires. Même en dehors des heures de service, ils sont à leur disposition. C'est lié à leur fonction, ils peuvent circuler avec à tout moment. Mais normalement, ils devraient avoir un livre journal qui est tenu par le comptable matière. Dans ce livre journal-là, on doit préciser l'identité du bénéficiaire du véhicule, la fonction qu'il occupe et le numéro de l'acte qui le nomme. Si c'est un décret ou un arrêté qui le nomme dans la fonction qui lui donne droit à l'utilisation de ce véhicule-là. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les véhicules de liaison. Les véhicules de liaison sont des véhicules destinés au bon fonctionnement des services et ne peuvent être mis à la disposition exclusive d'un agent de l'État. L'usage privé de ces véhicules est strictement interdit. Ça, c'est des véhicules qu'on appelle des liaisons. On ne peut pas les utiliser à des fins personnelles. Maintenant, la quatrième catégorie, c'est les véhicules de service ou ce qu'on appelle des véhicules de tournée. Les véhicules de service ou les véhicules de tournée sont affectés à des cadres, à des fins de mission sur le terrain. Donc, ces véhicules-là, de liaison et de services de tournée, peuvent circuler que si le conducteur sont munis d'une autorisation spéciale de circuler
ou d'un ordre d'émission. En principe général du droit administratif, les véhicules administratifs ne doivent faire l'objet ni de prêt, ni de mise à disposition, même au profit d'une autre administration ou service public, sauf des cas de réquisition. Issoufou Kado, ancien syndicaliste, que vous retrouverez plus en détail dans notre édition de demain, plaisir Dieu. Du sport, dans cette édition, le boxeur nigérien fait parler du Niger sur les rings au Nigeria. Moussa Sahabi, c'est son nom, est revenu au Niger avec une nouvelle ceinture au terme d'une compétition internationale au Nigeria. C'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé ce jeudi à Niamey, n'est-ce pas Ismaël Moumouni? C'est un accueil triomphal réservé à notre héros national Moussa Sahabi qui a défendu valablement les couleurs du drapeau du Niger au Nigeria en battant son adversaire, remportant du coup une troisième ceinture. De la rive droite au Boxing Club de Niamey, le cortège du boxeur est acclamé par la population. Ému, le boxeur salue tous ceux qui l'ont soutenu. Ça a été bien passé et Dieu merci. Et comme dit mes supérieurs, ils ont tout fini, alhamdulillah, grâce à eux, alhamdulillah, parce que c'est eux qui m'ont fait partie, aller faire ces compétitions, ils m'ont fait travailler et ils m'ont appuyé encore financièrement, moralement, physiquement pour aller représenter notre couleur. Et qu'aujourd'hui, alhamdulillah, Dieu merci, et du moment où j'ai été là-bas, presque, ils n'ont pas pensé d'avoir la troisième ceinture, mais je sais bien que notre président de fédération, y compris mon manager, y compris les autres camarades qui m'ont aidé, sont sûrs que, Inch'Allah, une fois là-bas, on va remporter. Et que Dieu merci, ça a été. Et ça, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, si on va parler de l'e-sport, de parler de la boxe. Raison pour laquelle je fais tout, je me sacrifie. Je travaille matin, soir, nuit pour être le meilleur. Si je suis le meilleur, c'est le Niger qui est meilleur. Raison pour laquelle, à tout moment, je pars froid du moment où je vais monter sur le ring. Parce que je sais que c'est le Niger que je vais représenter. Ce n'est pas moi, c'est le Niger. Donc c'est le Niger qui gagne. Le président de la Fédération nigérienne de boxe a salué cette prouesse réalisée par ce jeune boxeur tout en invitant la population à soutenir cette discipline. La première des choses, c'est pour présenter notre champion qui nous a rajouté une autre ceinture. Donc nous disons chapeau pour lui. La deuxième chose, c'est pour vous présenter le programme de son manager qui veut que désormais qu'on puisse faire la boxe professionnelle au Niger. Donc c'est lui qui organise cela. Il y a eu une première fois, ça fait, je crois, depuis 72, je crois bien. Donc, c'était un Blanc qui est venu faire ça. Aujourd'hui, c'est un Nigérien qui va nous faire cela. Nous sollicitons la présence de tout le monde. Il faut que l'on sache que le Niger, le Nigérien aime aussi la boxe. On n'est pas forcé d'aller toujours à l'étranger pour chercher quelque chose. On peut l'organiser et le réussir au Niger. Donc, ce genre d'activité, si ça réussit, en premier, c'est l'organisation et surtout, c'est la presse. La presse, aidez-nous. Aidez-nous à réussir parce que c'est la boxe, ça nous concerne tous. Le champion a remporté sa ceinture dans 3 catégories différentes. Rappel, le champion Moussa Sahabi a battu au Maroc en 2018 l'actuel champion olympique dans sa catégorie. Le 16 octobre prochain, le champion ira à la conquête de la ceinture Royal Boxing Organization, dont le combat est prévu ici même à Niamey. Du courage alors à Moussa Sahabi. Du sport encore, c'est pour parler du championnat national des personnes handicapées qui est à sa première édition. S'il vous plaît.
première édition parce que notre fédération elle est jeune, elle est créée le 12 août 2020. Nous avons organisé ce championnat pour nous permettre vraiment de promouvoir le sport des personnes handicapées et de détecter les talents. Nous avons constaté que les gens méconnaissent le sport des personnes handicapées. Vous n'êtes pas seul de savoir que ce qui s'est passé à Tokyo a émerveillé tout le monde avec le Paralympique. Donc c'est ce qui nous a dit. Ne connaissent pas le sport des personnes handicapées pour le promouvoir et que les gens connaissent ce sport-là. Le championnat, c'est sur deux principales disciplines. Il y a l'athlétisme et le volleyball assis. Organiser un championnat de ce genre, vraiment, il nous faut les moyens. Donc vraiment, on a souffert sur les moyens. Et nous sommes des personnes handicapées, donc sur la mobilité aussi, nous avons beaucoup souffert. Et surtout, côté région aussi, là, vraiment, on a souffert parce que nos jeunes n'ont pas eu de soutien pour pouvoir venir à Niamey pour ce championnat. mun sha zuwa ne amma bangaren bole a siyo wanga ne na farko bangaren tiran gaskiya tiran din yana da kyau matsalar shi dai wajen hawa ne in muka zo da kikuna ba su hawa sai dai mun aje su bakin abun ga bakin tiran nan ba tsaya ba su wucewa ba raf din da za ka hawa da abun ganin ka wuce a wannan abun wallahi sai yayi kyau yanzu muna jaddada wanda duk ya ga wannan taro inda handicapé ne ga ji karhi baɗiwar haka kuma mu zo mu fafata tare da 'yan uwanmu juna haka handicapé mun ga mu 12 mata amma nan tahiya mu biyu muka zo wannan abun ga namu stadikin namu shi muke so mu a gyara mana shi mu ma mu samu wannan kwambalan mu hito a ce jihar tawagata. Parlons à présent de l'actualité sur le continent qui reste dominée par la situation en Guinée-Conakry. Une situation au cœur d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO hier 8 septembre 2021 par visioconférence. Au terme de leur session, les chefs d'État ont exigé le respect de l'intégrité physique du président de la République, le chef d'État Alpha Condé, et sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de toutes les personnalités arrêtées. Elle tient donc la conférence des chefs d'État tient les putschistes regroupés au sein du Comité national du rassemblement et de développement CNRD, responsable individuel et collectif de l'intégrité physique du président Alpha Condé et des personnalités arrêtées. La conférence des chefs d'État demande le retour immédiat à l'ordre constitutionnel et demande aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture républicaine. La conférence exprime sa solidarité avec le peuple guinéen et affirme sa détermination à prendre toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel en République de Guinée conformément à son protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance et la bonne gouvernance. Donc, à cet effet, la conférence décide de ce qui suit. La suspension avec effet immédiat de la Guinée-Conakry de toutes les instances de la CEDEAO, l'envoi immédiat d'une mission de haut niveau de la CEDEAO en République de Guinée pour évaluer la situation. La conférence réexaminera la situation à la lumière de l'évolution des événements en République de Guinée et du rapport de la mission d'évaluation. C'était là un peu donc la substance du communiqué final de la réunion extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO hier 8 septembre 2021 par visioconférence. Justement, par rapport à la situation qui prévaut en Guinée-Conakry après la prise du pouvoir par les militaires, le président du parti PJD, Hakiga Maman Hamissou, a réagi. Pour lui, le président Alpha Condé a mis son pays dans une situation intenable. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Vous savez, par principe, tout démocrate ne peut pas cautionner un coup d'État. Mais devant certaines évidences, il est
extrêmement important de libérer le peuple. Alpha Condé, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'il a eu à faire un tripatouillage de la Constitution. Et avant cela, Alpha Condé, en réalité, n'avait pas gagné les élections. Les premières élections, il avait à peine 17%, son challenger avait 44%. Mais on a dû forcer pour lui donner le pouvoir. Parce qu'il était quelqu'un considéré un grand intellectuel, intégrant socialiste. Mais par les faits, il a démontré qu'il était un piètre socialiste et un véritable piètre démocrate. Parce que, voyez-vous, quand vous arrivez au pouvoir et que votre pouvoir est jalonné de meurtres, d'arrestations, d'emprisonnement, ce n'est pas un pouvoir. Et je crois qu'on a toujours dit que seule la force peut arrêter la force. Comme on le dit, seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. Donc Alpha Condé était dans une situation, avait mis la Guinée dans une situation intenable. Et aujourd'hui, certains pays condamnent, et même certaines institutions comme la CEDEAO, qui n'ont pas honte. Ces structures-là, c'est eux-mêmes le problème de l'Afrique. Ce n'est pas terminé parce que dans beaucoup de pays, il y a des similitudes entre le caractéristique de la Guinée et les autres pays. Parce que lorsque vous faites un code électoral taillé sur mesure, lorsque le code électoral, par exemple, n'était pas consensuel avant d'aller aux élections, lorsque vous tripatouillez la Constitution, lorsque vous créez les conditions pour éliminer des leaders pour les empêcher d'aller à des élections, lorsque vous faites tout pour que vous soyez, vous seul, le seul coq à des élections, vous savez très bien que ce n'est pas des élections qui s'en sont passées. Et vous savez très bien qu'il n'y aura pas de stabilité. Donc, aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont ce comportement-là. Même lorsque vous êtes élu démocratiquement et que vous avez gagné les élections honnêtement, et que maintenant, une fois au pouvoir, vous martyrisez le peuple, vous l'empêchez de manifester. Lorsque, par exemple, les organisations de la société civile, lorsque des partis politiques de l'opposition sont muselés, mais les conditions d'une véritable démocratie disparaissent. Donc vous créez les conditions d'une crispation de la situation. Et lorsque les gens volent l'argent public, parce que c'est ça le véritable problème de ce pays en Afrique. Voyez-vous, moi je suis d'un village qui est presque à une centaine de kilomètres de Niamey. Les femmes, pour accoucher, c'est sur des charrettes qu'on les amène. Il y en a qui meurent en cours de route. Et ces femmes-là n'ont pas accès, ces villageois n'ont pas accès à l'eau potable. Et voilà qu'un individu se retrouve à lui seul. Il détourne des centaines de millions et même des milliards. Alors que cet argent-là, c'est ça qui lui a permis d'aller à l'école, lui. C'est ça que les autres qui ont les dirigeants qui ont précédé ont créé des écoles. Ce qui lui a permis, lui, d'aller à l'école. C'est ça qui lui a permis d'être dans les conditions qu'il est là et de la responsabilité qu'il est en train d'occuper. Et ces personnes-là, mais ils détournent et ils mettent le peuple dans la misère totale. Un individu à lui seul a été tourné de centaines de milliards. Aujourd'hui, quand vous prenez tous ces pays en Afrique, aujourd'hui, le problème principal auquel nous sommes préoccupés, c'est les détournements des deniers publics. Regardez ce qui se passe au Mali. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple en termes de détournement qu'il y a eu au Mali. Aujourd'hui, les gens sont en train de payer. Donc, lorsque vous accédez au pouvoir par la force, et vous ne pouvez que rester
au pouvoir que par la force, à travers la corruption, à travers la délinquance. Vous ne pouvez que être comme ça et vous ne pouvez que finir comme ça. La force, peur de la force, peut arrêter la force. En tant que démocrate, j'ai dit, il est très difficile d'accepter un coup d'État. Mais deux fois, c'est des fois des mal nécessaires. Parce que ça libère le peuple. Par exemple, ce qui s'est passé, parce qu'il ne faut pas que ma phrase soit déformée, c'était un mal nécessaire. C'était un véritable conflit entre les Peuls et les Malinqués. Il n'y avait pas de stabilité. Je parle de la Guinée. Je parle de la Guinée pour justifier les raisons de ce coup d'État. Et tout celui qui est intelligent sait que ce n'était pas une surprise ce qui était arrivé. Alpha Condé, des chefs d'État lui ont dit de ne pas le faire. C'est le cas de Issou Mahamadou qui lui a expressément demandé de ne pas être candidat et de ne pas modifier la constitution. Il lui a fait savoir qu'il n'y a pas un homme providentiel. Mais il a pris ça très mal et il a considéré le président Issoufou comme son pire ennemi. Et il a même dit, aujourd'hui Issoufou Mahamadou, il est parti, qu'on le veut ou pas. Issoufou, il est tranquille. Il a passé le témoin depuis le 2 avril. Aujourd'hui, le président Issoufou, c'est terminé. Et il est définitivement rentré dans l'histoire. Que ça plaît ou pas à quelqu'un, c'est leur affaire. Mais il a pris son courage à deux mains de ne pas être candidat. Parce qu'il savait, le président Issoufou. Moi, je suis parti le trouver dans son bureau. Quand j'ai entendu les rumeurs courir, j'ai dit, monsieur le président, il semblerait que vous avez l'intention de tripatouiller la constitution. Il m'a regardé. Il m'a dit, mais président Amichou, avec tout ce que nous avons fait comme combat contre Tazarté, tu me vois tripatouiller la constitution. Et moi, je ne me prends pas un Nigérien super. C'est un mandat que le peuple m'a confié. Le mandat est terminé. Il m'a dit, va préparer les élections. Parce que je suis toi, tu es candidat. J'ai dit, oui, je suis candidat. Il dit, au lieu de t'occuper de ce genre de choses, va préparer les élections parce que je ne tripatouillerai pas la constitution. Je n'ai pas envie. Le peuple m'a donné 2 mandats. Ça me suffit largement. Pourquoi en Afrique, on a des problèmes? Parce que l'intellectuel africain, il est le plus dangereux. Il a montré ses limites. C'est pour cela aujourd'hui, avant, ceux qui ne sont pas allés à l'école, les premiers régimes, qui étaient les régimes Gyori et Kounché, c'était les plus intègres. Mais pourtant, ils sont arrivés à faire le BPC. Mais aujourd'hui, les plus grands voleurs, c'est qui? C'est ces intellectuels-là. Et aujourd'hui, tant que cette situation d'impunité contenue, d'injustice sociale et de priver des citoyens leur liberté à cause de leur opinion politique, il faut vous attendre à tout. Issoufou Mahamadou est l'un des présidents que j'ai beaucoup plus servi, mais j'ai toujours contesté certains comportements du président Issoufou dans la gestion de l'État. C'est ça ma particularité. Donc il y a des hommes politiques dans leur ensemble qui sont des bénis-bénis. Surtout au Niger, nous avons un problème fondamental. La classe politique dans son ensemble, en tout cas une grande majorité, n'ont pas le courage politique nécessaire de dire non face à cette situation. Quand vous prenez la Constitution, elle est très claire. Elle dit tout ordre manifestement illégal ne doit pas être exécuté. Donc ce n'est pas l'ensemble de la classe politique qui est pourri. Et puis, du reste, même quand vous prenez, c'est la société dans son ensemble en Afrique qui est pourrie. En tout cas, une grande majorité. Mais ce que les gens oublient, lui, le pouvoir, il a ses limites. Vous ne pouvez pas éternellement maltraiter le peuple. Le peuple, là, vous ne pouvez pas éternellement penser que le peuple ne comprend pas grand-chose, il ne comprend pas grand-chose. Donc, lorsque des situations de crispation se présentent, lorsque vous créez des conditions d'élection truquées, lorsque vous créez des conditions d'élimination d'adversaires politiques, lorsque vous créez des conditions de code électoral fabriquées, lorsque vous créez des conditions de constitution tripatouillée, il faut vous attendre à tout. Mais ce qui est beaucoup plus déplorable, ce n'est même pas d'élite,
c'est les organisations africaines qui sont pitoyables. Aujourd'hui, je sais qu'il y a le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. C'est une honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En dehors de Issoufou, aucun chef d'État parmi les membres de la CEDEAO n'avait affronté Alpha Condé. Issoufou l'a affronté. Issoufou lui a dit, arrête ton projet là. Tu n'es pas le seul Guinéen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Lorsqu'il s'est mis à tirer sur les Guinéens, lorsqu'il s'est mis à maltraiter le peuple guinéen, est-ce que la CEDEAO a fait quoi? Quand il s'est mis à tripatouiller, est-ce que la CEDEAO s'est réunie en conférence pour dire qu'il faut prendre des mesures contre ce Guinéen-là? Ce n'est même pas un syndicat, c'est un marchand de rien du tout, pour tout simplement faire croire que nous disposons. Ils veulent exister comme l'Union africaine, l'Union européenne, mais eux, là-bas, c'est sérieux. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, on a dévoilé des députés héros corrompus. Corrompus, c'est un travail qui a été fait par les journalistes qui ont réussi à le faire, je les félicite. Et les députés qui ne sont pas concernés, et le pouvoir qui n'est pas... Ils sont en train de purger, ce qui n'est pas notre cas. En Afrique, nous refusons de purger la classe politique. Quand les gens ont une conscience, vous avez des citoyens qui ont une conscience, des citoyens qui sont courageux. C'est le cas de ce Guinéen qui a pris son courage à deux mains pour mettre un terme à ce désordre-là. Donc, aujourd'hui, le peuple guinéen est libéré. Il faut aller seulement à des nouvelles élections et des élections honnêtes. Ce qu'il faut dire, c'est clair, c'est automatique ça. Lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, le premier geste qu'il fait pour rassurer les uns et les autres, c'est de libérer les prisonniers politiques. Ce n'est que des prisonniers politiques, ce n'est pas des prisonniers de droit commun. En réalité, ils sont arrêtés pour leur opinion. C'est connu, ça, c'est clair et net. Ce n'est pas ça l'essentiel pour lui aujourd'hui. Ce qui est essentiel pour lui, c'est la suite. Il faut un gouvernement d'union nationale, comme il l'a dit. Il faut des textes consensuels. Voilà. Et il faut que le vainqueur, qui qu'il soit peu, malinqué, quel que soit, que les conditions d'élection libre soient créées et que le meilleur gagne et que celui que le peuple a choisi, c'est celui-là que le militaire va respecter. Point, trait.